Les images que vous allez découvrir à présent vont sans doute vous surprendre. C'est un carnage. La plus grande ferme d'insectes du monde, elle permet de produire des protéines qui elles-mêmes serviront de base à de nombreux aliments pour les hommes et les animaux. C'est le pire en pire. Pour moi, on est une entreprise où il pleut des larves. Vous n'auriez jamais dû voir ces images. J'ai reçu plus de 1000 photos et vidéos capturées durant 3 ans à l'intérieur de la plus grande ferme verticale au monde, un élevage d'insectes. Sur le papier, un chef-d'œuvre français technologique et écologique, mais qui sur nos images semble hors de contrôle avec des conséquences alarmantes pour les ouvriers. J'en subis encore les conséquences. Je sais pas ce que ça va aujourd'hui sur ma santé dans 10 ans. Cette usine appartient à Insect, vitrine de l'agritech française qui, en une décennie, a levé plus de 600 millions d'euros avec le soutien médiatique et financier de nos dirigeants. Aujourd'hui, pourtant, le groupe vient d'être placé en liquidation judiciaire. À travers des témoignages et des documents exclusifs, voici pour Vaquita l'enquête sur la face cachée de Insect. Quand on voit ce genre d'image, Insect a clairement menti à la presse. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Insect? Eh bien c'est une start-up française fondée en 2011 qui promet de nourrir les plantes, les animaux et même les humains à partir de vers de farine. Bon, peut-être que ça vous dégoûte comme ça, mais ces dernières années, l'élevage d'insectes apparaît comme une solution très sérieuse aux enjeux alimentaires du futur. Selon la FAO, qui dépend de l'ONU, par rapport à l'élevage bovin, l'élevage d'insectes requiert 10 fois moins d'aliments, 4 fois moins d'eau, émet 6 fois moins de CO2 et mobilise 11 fois moins de surface pour la même quantité de protéines. Et dans cette branche, Insect s'est très vite imposé comme un leader mondial, notamment en bâtissant en 2017 dans le Jura sa première ferme. Là-bas, il transforme le coléoptère Tenebrio molitor en farine et en huile et recycle ses déjections en engrais naturels. C'est donc à la fois une réponse à l'agrochimie, à l'importation de soja outre-Atlantique pour notre bétail ou même à la pêche industrielle qui nourrit les saumons d'élevage. En bref, des protéines made in France qui garantissent notre souveraineté alimentaire et tout ça, ça fait rêver. La boîte s'implante donc aux Pays-Bas, aux États-Unis, elle revendique plus de 400 brevets sur sa technologie, elle lève 600 millions d'euros et inaugure en 2022 la plus grande ferme verticale du monde à Poulainville à côté d'Amiens. Et à cette époque, rien ne semble pouvoir arrêter Insect. Et pourtant... C'est la plus grande ferme verticale au monde. Elle ne sert déjà plus à rien. C'était la ferme du futur. On allait répondre à des problématiques du monde de demain. Au fil du temps, j'ai pu voir des dérives. Nous avons été balayés, non pris au sérieux, poussés à continuer dans un système dans lequel on ne se retrouvait plus. Ce qui m'a poussé justement à filmer, dénoncer, mettre en lumière toutes ces dérives. Adrien a rassemblé plus d'1 millier de photos et de vidéos recensant durant 3 années les dysfonctionnements de cette usine, où les larves sont élevées et nourries dans des bacs qui sillonnent la ferme verticale, et c'est justement un des principaux problèmes. Alors sur les images, il y a énormément de bacs en plastique qui sont fracassés, bloqués. Il y avait l'air d'avoir un gros problème avec les bacs. On se retrouvait, oui, avec des bacs qui explosaient soit au moment de se faire retourner, au moment d'être pris, au moment d'être déposé. Mais ce qu'il faut savoir dans une ferme verticale comme la nôtre, lorsqu'il y a un crash back à 18 mètres, ce qu'il y a à l'intérieur, le substrat, les larves, etc., tout tombe jusqu'au rez-de-chaussée. Et ce qui fait que vous avez toute une colonne qui est complètement dégueulasse, encrassée. Au bout d'une petite heure de production, la ligne, elle ne ressemble plus à rien. C'est vraiment un carnage. L'état de la ligne de production. C'est le pire en pire. L'épaisseur de ce qui tombe de là-haut. Pour moi, on est une entreprise où il pleut des larves. C'est-à-dire qu'il y a un crashback à 18 mètres et après, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, même parfois plus, eh bien, les larves tombent et donc il pleut des larves. J'ai été conducteur de ligne chez Insect depuis le 17 mars 2022 jusqu'à mon licenciement le 30 septembre 2025. Effectivement, vous pouvez retrouver des larves ou des scarabées au sol suite justement à des casse-bacs selon les tris ou sur des doseurs insectes. Il y avait des manchettes qui n'étaient pas forcément hermétiques complètement et du coup ça débordait sur les côtés, donc vous aviez énormément de larves qui sortaient des équipements et qui se faisaient la malle, quoi. C'est quoi cette poudre orange? Alors ça, ce sont les cuticules. Les larves, c'est un peu comme le serpent. Elles ont une seconde peau. C'est très volatile, donc lors des mouvements de bac,
automatiquement les cuticules s'envolent. J'en vois une sorte de pâte. Ce qu'on appelle le pâton, la nourriture des insectes. On voit qu'il y a une coulée qui se fait entre guillemets dans le vide. Et ça, c'était l'un des problèmes qu'on avait déterminé dès le début. Justement, on a fait des demandes pour avoir des bacs de rétention, juste pour évacuer la matière. Voilà, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté, donc du coup, vous m'excuserez, mais on a fait avec nos moyens. Hein. Alors oui, des bâches plastiques ou des bacs plastiques, et on s'est débrouillé. Voilà, on me demande de démarrer la ligne. Je trouve ça honteux de démarrer comme ça. Pourquoi tu as démarré alors que la ligne, elle est dans cet état? Est-ce que ça a toujours été comme ça? On l'a toujours dénoncé? Là, on se retrouve encore sur une ligne dans un état catastrophique. Pour pallier justement à nos problèmes, nous étions obligés de mettre ce genre de bâche pour éviter que lors du lâcher de nourriture, que ça explose partout. Mais justement, même avec des bâches, on se retrouvait dans des situations comme ça. Mais on a dû se plaindre des mois et des mois pour justement avoir les capots officiels. Alors là, cette mousse-là, c'est très impressionnant. Hein. C'est ce qu'on appelle une laveuse de bac. Le problème, c'est que notre bac, il restait encore du résidu de ce qu'on appelle le pâton collé dans le bac. Et la mousse là, c'est une réaction chimique entre l'eau et les produits qui étaient restés dans le bac. Ça fait même ce genre de réaction à l'intérieur de nos effluents et ça remonte par les bouches d'égout. Quand tu commences la laveuse et que tu as déjà tout ça, c'est un carnage. C'est vraiment un carnage. Alors là, ces coulées noires, ce sont des larves qui ont macéré dans l'étage au-dessus de cette salle. D'ailleurs, cette salle, c'est ce qu'on appelle le blancheur. C'est là où on vient tuer la larve. Et c'est censé être la pièce, entre guillemets, la plus propre de l'usine, où il ne devrait y avoir aucune bactérie. On voit, les images parlent d'elles-mêmes, on va dire. Ça donne même envie de vomir. Et là, sur les photos et sur les vidéos, on n'a pas les odeurs. On en a le tournis. C'est irrespirable. Même avec un masque, ça nous donne envie de vomir. Et donc, du coup, on s'est retrouvé très vite à devoir faire des nettoyages à l'eau dans des zones dites sèches. Du coup, mauvaise conception de l'usine, car ensuite, l'eau, il faut la racler sur des mètres et des mètres, voire parfois, pour pas dire 1 kilomètre. À moi, on m'a clairement dit que j'utilisais trop d'eau, que c'était même pas économique. Mais je suis désolé, comment voulez-vous nettoyer de la crasse à sec? Expliquez-moi. Il est beau le bleu de chez Insect. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On se retrouvait avec des larves dans les autolaveuses et ensuite on vient vider l'eau des autolaveuses dans les effluents. On a le droit de faire ça ou pas? Ah, normalement, non, on n'a pas le droit de mettre des larves dans les effluents, c'est comme les produits chimiques. Votre travail, c'était de nettoyer à la base? Ah non, du tout. Moi, à la base, je suis conducteur de ligne. Mais je vous dis, il y a des périodes, on faisait plus de nettoyage que de la production pure. On se tue la santé, elle est pliée là-bas, c'est bon. On a totalement été dépassé par les araignées. Entre les mouches, les araignées, les swan-mites, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs insectes chez Insect. Hein. C'est une vraie ferme d'insectes. Ah, c'est une vraie ferme d'insectes. Hein. Il y avait des oiseaux qui se baladaient dans l'usine. Il y a des endroits très spécifiques avec énormément de fientes dans l'usine. Ce bâtiment-là est renommé le bâtiment à rats. Alors là, concrètement, c'est un pallbox où on ne devrait pas retrouver de larves. C'est un pallbox où on devrait retrouver des agglomérats ou du reste de nourriture. Mais la machine en amont qui fait le tri, justement, mauvais réglage. Et donc du coup, on s'est retrouvé à éjecter des larves vivantes qui auraient pu être dosées dans des bacs. C'est des dizaines et des dizaines de kilos de larves qui sont en plus en bonne santé, mais qui vont finir au congélo. C'est pas magnifique ça? Dehors, putain, c'est honteux. Et ça, on nous demande de finir pas le box. Ah, c'est vivant, hein. Et tous ceux qui s'échappent, après, ils finissent dans les champs là-bas. La direction était au courant de ces dysfonctionnements, comme en témoignent les centaines d'alertes notifiées par les employés sur leur messagerie professionnelle. D'ailleurs, sur cette plateforme, on apprend que les crashbacks ont coûté plus de 100 000 € à l'entreprise en 5 mois, que les ouvriers pouvaient recevoir des coups de jus par des machines, qu'il y a une fuite de soude sans source d'eau pour rincer à proximité, ou que dans certaines conditions, la température approchait parfois le 0 degré, ce à quoi les cadres répondaient qu'ils pouvaient rajouter des couches de vêtements.
Les responsables de production reconnaissent certaines malfaçons dans l'usine et les travailleurs s'alarment également de voir que les cartouches des appareils respiratoires sont manquantes, rafistolées, voire périmées. On se retrouve encore avec des cartouches 08-2024 et on est le 29 juillet 2025. À visage caché, plusieurs salariés témoignent avoir développé des problèmes de santé suite à leur activité chez Insect. Il y avait énormément de poussière. Il n'y avait pas de dépoussiérage, il n'y avait rien du tout. J'ai commencé à voir en fait le nez qui coulait, les yeux qui me démangeaient, La gorge qui gratte, le nez qui coule, les yeux qui piquent et des difficultés à respirer. des plaques sur les mains, sur les pieds, sur les genoux. En fait, tout ce qui était au niveau articulaire, énormément de mal à respirer, surtout quand j'étais chez moi le soir allongé. Limite à dormir dehors. Dormir dehors. Dehors dans mes escaliers, en fait. Je pouvais plus en fait dormir allongé dans mon lit. Je me suis retenu à une barre, mais après, j'ai cru vraiment que j'allais tomber dans les pommes. J'ai réussi à me ressaisir. Je suis allé directement à SOS médecin. Et quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont même pas fait attendre, quoi. Ils ont dit, madame, là vous êtes en train de faire une grosse crise d'asthme. Et ils m'ont mis sous aérosol 45 minutes. Et ça, c'était vraiment la première grosse crise. Et c'était au bout de combien de temps? 1 mois et demi, franchement 1 mois et demi. Moi, j'ai pris l'initiative en fait de prévenir mes RH. J'ai prévenu mon chef d'équipe aussi à plusieurs reprises, mais en fait, ça n'aboutissait à rien. On me disait qu'ils allaient justement prendre contact avec la médecine du travail, et en fait, ils ne le faisaient pas. C'est moi-même qui ai dû appeler la médecine du travail pour prendre rendez-vous avec eux. Le médecin du travail m'a fait passer une vague de tests. Il s'avérait que tout ce qui était larves, phrases, substrats contaminés, etc., j'étais positif, allergique. Et tout est revenu positif au Tenebrio Molitor, donc la lave de farine. Ces symptômes, énormément de personnes de mon équipe les avaient, mais en fait, par peur de perdre leur emploi, ils n'ont pas pris, entre guillemets, l'initiative d'aller voir le médecin du travail. Et à chaque fois que j'allais voir le médecin, il me disait, je vous mets en arrêt. Je disais non, je refusais à chaque fois parce que je ne voulais pas. Pourquoi? Je suis une maman, c'est toute seule en fait avec mes enfants. J'avais peur d'être licencié en fait. J'ai demandé en fait à changer de secteur, mais en fait ils n'avaient aucun secteur à me proposer. Ils m'ont mis à la maison 1 mois. C'est pas Insect qui vous a conseillé de rester chez vous? Non, c'est le médecin du travail. Je ne pouvais vraiment plus rien faire, donc je suis allé à l'hôpital de moi-même. Mes poumons étaient tellement gonflés que ça touchait ma cage thoracique en fait. Et c'est ça qui m'empêchait de respirer. Et la médecine du travail, j'ai pris tout de suite contact avec elle. Et elle m'a dit, je vous arrête, c'est trop grave. Aujourd'hui encore, vous avez des problèmes vis-à-vis de ça? Oui, aujourd'hui encore. Je suis devenu asthmatique. J'en veux énormément, parce que je sais pas ce que ça va engendrer sur ma santé dans 10 ans. Et j'ai toujours de l'asthme, j'ai toujours mon traitement. J'ai une chambre d'inhalation en fait. Quand ils nous ont présenté le projet, ils auraient dû nous dire qu'il y avait possibilité d'allergène ou d'allergie. Je suis quand même écœuré. Vraiment. Ils ont fait, soi-disant, des tests sur le FRAS par rapport à ce que ça pouvait engendrer sur la santé. Ils ont fait des tests? Ils ont fait des tests. On n'a jamais vu les résultats, en fait. Interrogé sur ce sujet, Insect dit avoir mis en œuvre des démarches d'évaluation et de maîtrise des risques qui auraient confirmé le respect de la réglementation en vigueur. Pourtant, plusieurs travaux scientifiques soulignent déjà les risques sanitaires liés à l'exposition au Tenebrio Molitor et notamment en élevage. Maintenant, il y a autre chose qui m'intrigue, c'est la différence entre nos images et celles des reportages télévisés. Quand les médias, les clients, les investisseurs venaient sur place, nous étions au courant du trajet qui allait être fait à l'intérieur de l'usine. Donc des semaines auparavant, on nous dit il faut que cette zone-là soit nettoyée, il faut que cette zone-là soit nettoyée. Je vous propose de regarder plusieurs reportages qui ont été tournés dans l'usine de Poulainville. Elles sont belles les larves, je suis contente. Là déjà, elle devrait avoir des gants. Nous je sais qu'il nous faut des gants pour manipuler les insectes, c'est dans les normes. Donc c'est pour la caméra. Exactement. C'est une imagerie avec des caméras qui va venir prendre en photo 100% du bac. Comme ça, on a une vraie vision claire sur le lot, quelles sont ses performances, où est-ce qu'il en est en termes de physiologie. Cette technologie, donc, elle existe bel et bien, mais elle n'a jamais été mise en place chez Insect. Nous, on aurait bien voulu que justement le bac soit pris en photo, savoir si le bac doit être retourné ou non. Ça nous aurait évité énormément de problèmes derrière. Le but, c'est de séparer la chair et la peau et d'en faire 2 produits finis, la farine d'insectes et le produit huileux. Ces 2 produits, ils n'ont jamais été produits sur le site d'Amiens. Nous, à Amiens, nous faisons l'élevage. Mais nos larves, on les envoyait à Dole, Dans une autre usine. dans une autre usine d'insectes, pour justement être transformées en farine et en huile, puisqu'on n'était pas capable de le faire sur Amiens. Il y a des énormes machines derrière qui servent à faire ces produits-là. Ce que vous pouvez voir ici derrière, c'est le sécheur avec lequel on va venir sécher la pâte d'insectes et en faire de la farine. Ah, je suis d'accord, elles servent à faire ça, mais elles n'ont jamais été mises en fonctionnement. Et là, je vous le dis, ces machines-là, elles n'ont jamais vibré, elles n'ont jamais été mises en route. Ces machines n'ont jamais fonctionné? Non, elles n'ont jamais fonctionné.
On n'a pas eu le temps d'en arriver même jusque-là. Il nous aurait fallu plus de temps, encore plus de moyens et des commandes clients. Parce qu'Antoine Hubert, le cofondateur et le vice-président d'Insect, à l'époque, il présente ses produits dans cette pièce avec ses machines comme les produits qui sortent de cette usine. On a le produit principal qui est la protéine, un concentré riche en protéines. Là, il présente des granulés. Ça, actuellement, sur le site d'Amiens, nous sommes capables de le faire. Pas au moment où il le présente, mais actuellement. Les machines qu'il y a derrière lui n'ont jamais tourné. Et ces deux produits-là, que ce soit l'huile et la farine, pas 1 milligramme ont été produits sur le site d'Amiens. Insect a clairement menti à la presse. Sur ce point, Antoine Hubert, le fondateur d'Insect, nous a répondu que la ligne de transformation a bien été construite mais n'a pas été achevée. Le PDG qui l'a succédé a décidé de geler le projet afin de privilégier un autre produit. Entre mars et juin 2023, il dit n'avoir constaté aucune anomalie liée à la propreté. Il a ensuite quitté ses fonctions de PDG avec presque aucun déplacement sur Amiens et dit n'avoir jamais entendu parler d'allergie sur Amiens. Insect a séduit non seulement les médias, mais surtout les plus grandes puissances financières, politiques, jusqu'à même les plus grandes stars d'Hollywood. What is that? Well, that's an insect-based premium protein. The company is called Insect. Depuis sa création, le groupe a levé près de 600 millions d'euros, dont une partie d'argent public. Alors, combien exactement? Eh bien, ça, c'est difficile à dire tant les transactions sont nombreuses. Et selon mes recherches, il est déjà certain que tous ces organismes publics ont apporté leur aide financière à Insect. Et d'après ce document interne, entre 2012 et 2016, l'entreprise a perçu près de 10 millions d'euros de subventions, d'avances et de prêts publics pour ses travaux de recherche et développement. L'usine de Poulainville, elle, a bénéficié de 700 000 euros d'Amiens Métropole et 20 millions d'euros de la Commission européenne. Mais le principal soutien public d'Insect, c'est la BPI France, la Banque publique d'investissement, le deuxième actionnaire du groupe qui, d'après la Cour des comptes, avait investi au moins 28 millions d'euros jusqu'en 2020. Mais nos documents montrent que depuis cette date, la BPI a engagé plus de 82 millions d'euros dans Insect et réalisé 13 millions de prêts et d'avances. Certains observateurs estiment même que l'argent public versé à Insect dépasserait au total les 250 millions d'euros. Peu étonnant donc de voir le fondateur Antoine Hubert si proche du pouvoir. Le meilleur est devant nous. Se déplaçant aux côtés d'Emmanuel Macron aux États-Unis, étant promu chevalier de l'Ordre du Mérite en 2021 et recevant même 3 ministres pour inaugurer la fameuse usine de Poulainville, Barbara Pompili à la transition écologique, Cédric O à la transition numérique et Julien Denormandie à l'agriculture. Cet investissement, il est le témoin de la pertinence du modèle de cette entreprise Insect. Developing insects in France is absolutely necessary. Malheureusement, cette belle histoire va vite se terminer, car les résultats financiers du groupe sont catastrophiques, les pertes annuelles atteignant presque les 90 millions d'euros. Et le 2 décembre 2025, au terme de notre enquête, Insect a finalement été placé en liquidation judiciaire. Dans ses notes de synthèse, l'administrateur explique cette chute par un marché mal identifié, une croissance mal maîtrisée, des acquisitions d'entreprises trop coûteuses, la crise Covid et l'inflation qui ont retardé le chantier de l'usine d'Amiens, devenue elle aussi trop coûteuse, l'effondrement des marchés financiers et enfin un volume de vente trop faible. Il est même écrit que, depuis sa création, la commercialisation de larves est anecdotique. Résultat, des licenciements en masse dans une région au passif déjà douloureux. C'est mon 4e licenciement en 7 ans sur Amiens. Licenciement économique. Donc je suis un ancien Whirlpool, WN, Ageco, Insect. J'ai rencontré le président à 4 reprises, Emmanuel Macron, donc à l'entre-deux tours du temps de Whirlpool, à l'inauguration de WN, à l'inauguration de Ageco et une fois en préfecture. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des promesses. On ne vous lâchera pas, etc. Et puis voilà, regardez, aujourd'hui je suis au chômage. Vous avez quel âge? 48 ans. Et comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Là, c'est flou. Le recrutement a déjà commencé, 100 postes sont à pourvoir, une opportunité pour d'anciens salariés de Whirlpool. On pourra peut-être avoir un CDI. On entendrait presque les mouches voler. Aujourd'hui, le siège à Évry n'existe plus et l'usine de Poulainville est devenue une coquille vide. Mais durant la période de redressement, le site historique dans le Jura a été racheté pour seulement 75 000 € par une société nommée Keprea avec à sa tête Antoine Hubert.
Cette nouvelle entreprise ne vise plus à nourrir le monde grâce aux insectes, mais cette fois à devenir leader dans l'agriculture régénérative. Elle serait déjà en pourparlers avec la BPI et d'autres organismes publics pour obtenir de nouveaux financements, une situation qui interpelle les anciens salariés d'Insect. Une ferme qui valait plusieurs millions d'euros, qui était la seule source de revenus, le seul moyen de transformer les larves pour le groupe Insect, on le vend à notre ancien fondateur, Antoine Hubert, et pour une bouchée de pain. Sur ce point, Antoine Hubert précise que seul Keprea a fait une offre sur ce site déficitaire destiné à être fermé et préservant donc 12 emplois sur les 35 de l'entreprise. Des arguments qui ont donc convaincu le tribunal, mais également toutes les parties, en incluant le représentant du personnel de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Chez Keprea, il y a d'autres actionnaires, par exemple Julien de Normandie. Oui, l'ancien ministre de l'Agriculture qui était présent à l'inauguration de l'usine d'Amiens, qui valorisait l'entreprise sur ses réseaux sociaux et dans sa stratégie nationale de protéines végétales, qui aboutira d'ailleurs à une subvention de 4,3 millions d'euros pour Insect. Et cette participation de l'ancien ministre de l'Agriculture a été validée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui n'a rien trouvé à y redire puisqu'elle n'est pas assimilée à une activité rémunérée. Je voudrais citer un poète dont je sais Antoine Hubert très fan, Prosper Crébillon, qui dit que le succès est toujours un enfant de l'audace. Et concernant ce nouveau poste, Julien de Normandie nous écrit « J'ai toujours considéré que la politique ne devrait pas être un métier et qu'il était au contraire pertinent d'avoir des expériences à la fois dans la sphère publique et privée. Je suis ingénieur agronome, passionné par l'environnement, il s'agit donc de mon domaine d'expertise. S'agissant de mon rôle chez Keprea, je suis aujourd'hui administrateur non rémunéré, président du comité stratégique et je crois beaucoup en l'impact environnemental de ce projet qui a par ailleurs permis de sauver des emplois sur le site de Damparis. » L'ancien ministre nous a même confirmé qu'aujourd'hui, il pourrait tout à fait faire du lobbying en faveur de l'élevage d'insectes, un secteur qu'il a soutenu publiquement par le passé durant son mandat. Et pour terminer sur cette usine dans le Jura, elle aussi semble avoir connu des dysfonctionnements préoccupants. En 2021, 2 visites recensaient, photos à l'appui, la présence de larves mortes, de toiles d'araignée, de dépôts de crasse et diverses substances dans les locaux. Pour conclure, il est important de souligner qu'Insect n'est pas un cas isolé. À travers la planète, une grande majorité des startups du secteur sont aujourd'hui en grande difficulté financière ou bien définitivement fermées. Alors comment expliquer cette hallucination collective, qu'on ait investi des millions dans des technologies qui ne serviront plus jamais et qui pour certaines n'ont jamais servi? Eh bien, des chercheurs se sont réunis pour analyser 350 études sur ce sujet et ils estiment aujourd'hui que cette industrie s'est fondée sur des hypothèses non vérifiées. Tout d'abord, il y a cette idée que les insectes pourraient remplacer la viande traditionnelle, qui a un fort impact pour l'environnement, sauf qu'en pratique, l'acceptabilité est très faible. Presque personne aujourd'hui ne mange de burgers d'insectes. La deuxième raison, c'est l'économie circulaire, la promesse que on peut nourrir les insectes avec des déchets. En pratique, ça s'est révélé très difficile. Il y a des grosses contraintes réglementaires, logistiques, sanitaires qui font qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent surtout des coproduits agricoles à base de céréales qui sont déjà utilisés dans l'alimentation animale conventionnelle. Résultat, on est très loin d'atteindre les promesses écologiques et économiques attendues. On s'est rendu compte que comparé aux croquettes, les insectes émettent 2 à 10 fois plus de gaz à effet de serre et 5 à 13 fois plus de gaz à effet de serre que la farine de soja. Sur le plan économique, elle coûte 2 à 10 fois plus cher que la farine de soja ou de poisson. Ce n'est pas la seule désillusion. La ferme d'Amiens promettait aussi d'être la première carbone négative, capable de séquestrer et d'éviter plus de CO2 qu'elle n'en émet. Mais un document interne permet de comprendre les dessous de cette promesse écologique. Normalement, carbone négatif, ça veut dire que l'entreprise stocke du carbone, vraiment qu'elle en retire de l'atmosphère. Alors que là, ils disent juste que leur impact environnemental est inférieur à celui des produits qu'ils veulent remplacer. Le bilan écologique de cette usine, il n'est certainement pas négatif. Au final, c'est une usine qui a demandé énormément de matériaux, énormément d'énergie et qui est fermée en n'ayant pratiquement rien produit. Donc, au niveau environnemental, c'est une catastrophe.
Je pense que ça avait du sens d'investir dans le secteur initialement, parce que sur le papier, il y a plein d'avantages. Il y a des rapports de l'ONU qui montrent que ça peut avoir du potentiel. Après, il y avait énormément d'incertitudes. Ça reste un type d'animal qui est très méconnu. Investir, oui. Investir autant, pas sûr. Ils ont été trop vite et ils ont vu trop grand, ça c'est sûr. Si on avait vu moins grand, moins gros, peut-être qu'effectivement les choses se seraient passées différemment. Et je sais pas, peut-être, j'en suis moi-même convaincu. Sur le papier, le projet, il était magnifique. On avait l'impression de participer à un projet d'avenir, à un projet qui allait répondre à des problématiques du monde de demain. Mais entre ce qu'on m'a vendu comme projet et la réalité du terrain, il y a un écart qui est immense.